Merci à vous d'avoir répondu présent ce soir pour vous présenter en tout cas une partie de nos recherches. J'espère que vous m'entendez bien au fond, c'est OK avec le son, très bien. Et l'objectif, c'est un petit peu de vous faire voyager dans notre monde. C'est un monde assez complexe, on va essayer de le faciliter au maximum. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Le but, c'est que ce soit interactif, même si on est pratiquement 70 ce soir. Notre objectif étant d'être aussi disponible si vous avez des questions. On va faire un voyage, on va partir du monde de l'information. On va gentiment transiter de l'information vers le cerveau qui reçoit l'information et comment il se transforme. Donc ça sera surtout le travail de Rodrigo qui lui est un expert en neurosciences cognitives et qui a travaillé sur le cerveau. Donc ça sera probablement la meilleure personne pour aussi vous présenter ça. On rebondira ensemble, notamment pour faciliter une petite partie qui est assez technique, mais on va essayer de la rendre la plus agréable possible pour vous. Et puis, évidemment, on va transiter vers l'intelligence artificielle, quelque chose aujourd'hui dont on parle beaucoup, notamment sur le côté facilitateur. On va plutôt parler de son côté augmentateur, aussi des dangers potentiels, mais aussi des extraordinaires opportunités qui sont aujourd'hui présentes pour nous grâce à l'intelligence artificielle. C'est une révolution non pas technologique, parce que ça fait bien longtemps qu'elle existe, cette IA, en tout cas au niveau mathématique, mais plutôt dans son conditionnement sociologique, dans son approche. On l'intègre aujourd'hui à une vitesse incroyable et je pense qu'il y a quand même des choses qu'il faut qu'on dise par rapport à ça. On lit énormément d'informations sur l'IA comme étant un élément, un vecteur financier extraordinaire, facilitateur. On verra justement que c'est une extraordinaire opportunité pour notre cerveau, mais ça peut aussi être un grand danger. Donc on fera un petit peu la balade au travers de tous ces éléments et de tous ces champs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la séance, ce n'est pas quelque chose qu'on veut ex cathedra, c'est quelque chose qu'on veut d'interactif, donc n'hésitez pas à lever la main et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Parfait, donc le titre, c'est l'intelligence humaine, un atout stratégique face au numérique. Alors c'est volontairement provocateur de dire l'intelligence humaine aujourd'hui, puisqu'on n'arrête pas de parler d'intelligence artificielle. Si vous regardez dans les journaux, il n'y a pratiquement que ça. On a oublié finalement que l'intelligence artificielle c'est bien, mais il y a quand même une autre intelligence bien supérieure. Qui a inventé cette intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, cette intelligence humaine, elle a un défi fondamental. Son invention, en aucun cas va la dépasser, rassurez-vous, mais elle va probablement changer un certain nombre de paradigmes, notamment biologiques, notamment sur notre cerveau, sur son fonctionnement. Donc, on part depuis tout début, c'est l'information en tant que telle. Et en fait, je pense, je ne sais pas s'il y a des gens... quelle est l'image que vous avez de l'information? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait je sais pas, témoigner, donner une définition de ce que l'information pourrait représenter aujourd'hui quand vous dites information? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Une idée? Alors déjà ça, le fait de ne pas communiquer est une information. D'accord? Donc c'est intéressant parce qu'on ne peut pas ne pas communiquer, même quand on ne communique pas, on communique. Donc c'est mal foutu le monde, mais malheureusement, vous êtes tout le temps en train de communiquer et vos cerveaux capturent cette information. Donc l'information, ce n'est pas une donnée, ce n'est pas une data. Une data, c'est quelque chose qui est finalement relativement brut, mais qui ne sert à pas grand-chose. Sauf si elle prend son état d'information. Donc une information, elle a un état, une fonction, quasiment mathématique pour le cerveau, c'est qu'elle réduit l'incertitude. Donc l'incertitude, c'est ce qui conditionne en fait notre évolution depuis très longtemps. Lorsqu'on ne sait pas quelque chose, eh bien, quelle est notre situation par rapport à cette incertitude? On a des champions des assurances dans cette salle, on en fait un métier, l'incertitude, on l'assure à quelque part. Aujourd'hui, c'est devenu tellement préoccupant qu'on a besoin en fait d'être rassuré et l'assurance, ça s'appelle comme ça, réduit cette incertitude de vie. Mais notre cerveau, lui, il a cette capacité de réduire l'incertitude lorsque la data, la donnée, devient une information. Donc quand elle est habitée par une fonction qui va réduire l'incertitude que le cerveau se fait dans un axe qu'on verra après, qui est celui de se projeter continuellement vers l'extérieur. Il fait de la prédiction. Quand on prédit, et puis qu'on a finalement la combinaison du loto, c'est assez agréable à l'avance. Et donc dans ce contexte, on est gagnant à chaque fois. Lorsque quand on envoie une information qu'on gagne, on se dit « Ah, chouette, j'ai gagné ». Donc vous voyez, l'incertitude se réduit. Quand on a une certitude maximale, on est champion. Donc l'objectif, elle a besoin justement, cette incertitude, d'être transformée par... Donc la donnée est transformée par cette fonction d'information. Et si, et seulement si, et vous verrez là l'importance, elle est encodée et décodée correctement. Alors quand on parle de code, qu'est-ce qu'on va dire? C'est quoi le code qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on a inventé comme code pour réunir des cerveaux? Le langage.
Le langage a été un des codes les plus structurants qui réduit de manière la plus efficace l'incertitude. Donc on va s'intéresser à cette fonction du langage. Et vous voyez, c'est très important parce que vous voyez que l'IA, elle est directement concernée par le langage. Elle est en train de travailler pour vous au travers d'un LLM, c'est langage. D'accord ? C'est vraiment un processus de langage, rien d'autre. Et donc quand on est en train de dire qu'on est en train de probablement encoder et décoder un tout petit peu différemment que ce que le cerveau a l'habitude de faire, on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se profiler qui est un petit peu bizarre. Ça date de 1948, c'est Shannon, d'accord, qui a découvert ce processus, mathématicien, qui travaillait dans le domaine informatique pour la compression des données, donc il a eu cette idée assez extraordinaire qu'on utilise aujourd'hui tout le temps, et enfin, notamment en physique, et enfin, une autre personne, qui est Bateson en 1972, qui dit « L'information, c'est une différence qui fait une différence ». Là aussi, vous voyez que l'information, elle est intéressante que parce que, elle occupe une fonction de réduction d'incertitude, mais elle fait surtout une différence. C'est-à-dire que lorsque je me projette, d'accord, dans ma connaissance du monde avec l'extérieur et que cet extérieur communique avec moi, bien, à un moment donné, ces projections se comparent. Et c'est la différence qui est intéressante. Et ça, c'est ce qui peut justement, alors d'une certaine manière, tuer un couple, c'est quand la différence devient indifférence. Vous voyez, c'est qu'on n'a plus de différence et que tous les jours, on ne se réinvente pas. Et donc, à un moment donné, on s'habitue. Et si on s'habitue, qu'est-ce qu'on fait ? On ne participe plus de la même manière au plaisir de la différence. Donc, on est poussé volontairement à avoir cette volonté, n'est-ce pas, de voir une différence. Et enfin, le plus, pour moi, fantasmagorique, mais le plus intéressant, c'est Floridi, qui, en 2011, a dit « Nous ne sommes que des téléviseurs, globalement. Donc, vous avez 5 sens plus 4 sens combinés, 9 sens, c'est à peu près ce qu'on estime être capable de percevoir de l'extérieur. Et en fait, vous avez globalement, autour de vous, une infosphère, c'est-à-dire le monde de l'information. Ce monde de l'information, il est capturé par vos 5 sens, plus les 4, dans l'interprétation continue. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il vous donne, en fait, une perception sensorielle de ce que l'information est à l'extérieur. Mais elle est limitée à 9 vecteurs, 9 directions différentes. Si vous étiez une abeille, vous percevriez le monde différent, un chien différemment, etc. Donc vous voyez, autant de sens, autant de protéines que l'évolution a dû inventer pour codifier et ensuite interpréter ce que le monde extérieur nous permet de percevoir de cette infosphère. Et donc l'infosphère, imaginez, vous saviez 4500 dimensions de perception, combien elle pourrait être extraordinairement complexe. Et elle est très probablement infinie dans sa capacité de perception. Elle est multiple, ce qui ouvre des portes assez exceptionnelles dans les potentielles mutations qu'Elon Musk veut nous faire vivre au travers du transhumanisme. Bref, donc nous avons évidemment que la réalité est la totalité de l'information. Ça, c'est le paquet qu'on appelle la réalité et nous avons malheureusement qu'une vision très restreinte de cette perception. Mais c'est là où l'IA est intéressante. Elle est probablement en capacité d'augmenter notre capacité justement de traduire cette infosphère. Jusque-là, tout est en ordre ? Oui. Quels sont les 4 sens supplémentaires ? Alors, c'est des sens en fait qui sont plutôt biochimiques, comme par exemple le baroréception, donc la réception de la pression intérieure avec la régulation. C'est aussi une captation sensorielle différenciée. Il y en a plein comme ça. Voilà. Donc au niveau électrochimique. Si on regarde ces 3 états de l'information aujourd'hui, il y a encore une autre question, excusez-moi, je n'ai pas répondu. C'est tout bon ? Ok, très bien. Il y avait donc ces 3 états d'information. Elle est potentielle, donc elle ne dépend pas de vous, elle existe indépendamment de vous, mais elle devient effective lorsqu'elle est captée, encodée et interprétée. Et c'est intéressant parce qu'elle n'a pas besoin de langage pour être captée. Vous la capturez par vos propres sens. Si maintenant vous entrez dans une dynamique qui est plutôt de la mise en langage, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, nous avons l'extraordinaire capacité de mettre 2 cerveaux ensemble. Et ils se connectent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partager leur compréhension de l'infosphère. Comme vous avez vous-même capturé des informations subjectives, puisque vous utilisez vos sens, que les sens dépendent des protéines, que les protéines dépendent de l'ADN, qui crée de l'ARN messager qui crée les protéines, vous voyez que chacun crée sa propre protéine. Mais la compréhension du monde qui dépend de cette protéine-là, à quelque part, est tellement subjective que lorsque j'échange avec quelqu'un d'autre ma perception du monde, j'enrichis ma capacité. Donc l'intérêt, c'est de communiquer.
Et pourquoi on a inventé le langage au début? Alors, ce n'était pas pour la séduction et la poésie, c'était simplement pour, comme les abeilles, il y a de la nourriture à quelque part, allez, dans ce sens-là, il faut aller là-bas, il y a des dangers, etc. C'était très primitif. Lorsque l'homme a arrêté de courir et qu'il s'est dit, très bien, maintenant je vais me sédentariser, je vais me poser, vous trouvez, au niveau anthropologique, des traces de début de culture. Et le langage commence à développer un vocabulaire. Le vocabulaire devient presque symbolique, parfois même spirituel. Il commence à prendre une teinte religieuse, etc. Donc vous voyez qu'on s'est arrêté, on a pris le temps, le langage s'est développé. Et ce qui a fait la différence entre l'Homo sapiens et le Néandertal, 100 000 ans de côte à côte, ils ont vécu. On a une bonne partie génétique parfois de Néandertal. Si vous faites des tests, vous verrez qu'on reste encore bien néandertalien. Mais il y a une chose qui a fait la différence, c'est l'ère du langage qui s'est développée chez le sapiens de manière beaucoup plus conséquente, donc beaucoup plus de capacité linguistique, donc plus grande coordination. La population a pu progressivement passer de 20 à 30 personnes à 1000, voire 2000, voire 3000 personnes. On trouvait les villages beaucoup plus organisés. Donc, en cas de guerre, d'invasion ou d'attaque, meilleure coordination, beaucoup plus d'inventivité, développement des outils, des armes, etc. Donc, survie. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là. Donc, notre langage, vous voyez, il est central. Sans cette capacité de mise en langage, nous n'aurions pas pu arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est un élément très important, puisque nous sommes en train d'utiliser le langage dans un autre contexte. Vous voyez, on est en train de tirer un peu la couverture dans un autre sens.